Messieurs les journalistes, mesdames et messieurs du monde de l'énergie et de la construction qui nous écoutez aussi. Aujourd'hui est un jour important car avec la ministre du Logement, Emmanuelle Wargon, nous souhaitons vous présenter ce que sera la future réglementation. Bonjour. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs les journalistes, mesdames et messieurs du monde de l'énergie et de la construction qui nous écoutez aussi. Aujourd'hui est un jour important car avec la ministre du Logement, Emmanuelle Wargon, nous souhaitons vous présenter ce que sera la future réglementation environnementale des bâtiments neufs, la fameuse RE 2020. Il y aura un avant et un après RE 2020 dans le monde de la construction. Avec cette nouvelle réglementation, nous franchissons une étape décisive pour réduire l'empreinte écologique de tout ce qui sortira de terre désormais. Cette réglementation, on en parle depuis longtemps, depuis 2015 même, et elle est attendue par beaucoup. Alors forcément, fabriquer une telle réglementation prend du temps, mais ce temps, nous l'avons mis au service de l'ambition. C'est ce qui nous permet aujourd'hui de présenter une réglementation qui façonnera les bâtiments construits demain pour de très nombreuses décennies. Voir loin, c'est bien évidemment réaffirmer l'ambition du gouvernement, qu'est la transition écologique. Je ne vous apprendrai rien en disant que les bâtiments sont le deuxième secteur en termes d'émissions de gaz à effet de serre et le premier en termes de consommation d'énergie. Ce défi environnemental va nécessiter beaucoup d'efforts sur le parc de logements et de bâtiments existants. Emmanuel et moi, nous nous y attelons au quotidien. Mais parallèlement, les bâtiments neufs, dont les principes et les méthodes de construction dépendent entièrement de nous, doivent être exemplaires. Le Haut Conseil pour le climat vient de remettre un riche rapport comparant les politiques énergétiques du bâtiment dans plusieurs pays d'Europe, et l'un d'eux se distinguait, la Suède, notamment pour une raison. Dès 1978, la Suède a pris en main son avenir avec une réglementation des bâtiments neufs équivalente à notre RT 2012, notre réglementation d'aujourd'hui. Voir loin, c'est ici un bel exemple et c'est impératif. Avec la RE 2020, nous allons donc franchir un cap, améliorer la réglementation thermique existante, la RT 2012, mais surtout mettre la réglementation au service de notre grande ambition climatique. Cela veut dire beaucoup et nous allons vous le détailler, mais je laisse d'abord Emmanuelle vous dire également un mot d'introduction. Merci Madame la Ministre, merci chère Barbara. En fait, notre enjeu est double. Construire des bâtiments qui émettent peu de carbone et s'assurer que les lieux de vie des Français soient sains, agréables et adaptés. Et les bâtiments que nous allons construire entre maintenant et 2050, ça sera un quart du parc de bâtiments qui sera présent en 2050. Avec la RE 2020, nous poursuivons 3 objectifs principaux. Le premier, c'est donner la priorité à la sobriété énergétique et à la décarbonation de l'énergie. Pas de meilleure énergie que celle que l'on n'utilise pas, lorsqu'on en utilise jusqu'à présent. Et troisième objectif, s'assurer que les bâtiments de demain seront adaptés aux vagues de chaleur de plus en plus fréquentes, c'est ce qu'on appelle le confort d'été. Beaucoup d'entre vous connaissent bien ces objectifs, mais l'enjeu maintenant, c'est de décider des moyens de les traduire de façon extrêmement technique. En effet, une réglementation des bâtiments, c'est finalement un objet complexe, et c'est la noblesse de tous les métiers de l'énergie et de la construction que d'être en capacité de répondre à cette technicité. Cette réglementation ne sort pas de nulle part. Elle a été préparée pendant plusieurs années, nous avons expérimenté, échangé, nous avons concerté. Un label expérimental E+C- a été mis en place depuis 2017 et plus de 1000 bâtiments ont participé à cette expérimentation qui a permis à tous, concepteurs, bureaux d'études, architectes, maîtres d'ouvrage, promoteurs, constructeurs, industriels, énergéticiens, pour la première fois, de travailler sur un indicateur carbone en cycle de vie. Nous avons donc vécu une phase importante de concertation entre mai et octobre. Cette discussion continue. Et là, maintenant, c'est une phase de consultation qui arrive, notamment à travers le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique, qui se réunit cet après-midi. Je salue d'ailleurs son nouveau président, Christophe Carèche. Ces consultations doivent jouer leur rôle sur les points les plus techniques. Un calendrier intense, donc. Je voudrais repréciser que nous prévoyons bien que cette nouvelle réglementation entrera en vigueur à l'été 2021. La consultation que j'évoquais commencera dès la semaine prochaine sur les points les plus techniques pour pouvoir aboutir rapidement.
Alors, si vous le voulez bien, entrons dans le dur maintenant et je vais vous parler d'énergie. Notre priorité, Emmanuelle Wargon vient de la mentionner, c'est avant tout d'encourager la sobriété énergétique. La meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Nous souhaitons donc que les bâtiments de demain consomment le moins d'énergie possible. Et pour aller dans cette direction, la RE 2020 va revenir aux fondamentaux en renforçant l'exigence portant sur le besoin climatique ou BBio. Le BBio traduit le besoin passif ou intrinsèque d'un bâtiment lorsqu'il est sans chauffage. Il dépend donc surtout de l'isolation et de la conception du bâtiment. Ainsi, par rapport à la RT 2012, qui est la réglementation en vigueur aujourd'hui, le seuil maximal du besoin bioclimatique sera abaissé de 30% pour tous les logements individuels et collectifs. Cette exigence est ambitieuse mais réaliste et profitera avant tout à nos concitoyens qui pourront bénéficier de logements mieux conçus et mieux isolés et donc de factures énergétiques sensiblement plus basses. La consommation d'électricité d'une maison neuve typique avec une pompe à chaleur sera de l'ordre de 200 € par an, soit moins de 20 € par mois. De plus, afin d'assurer aux Français que les bâtiments de demain seront confortables quand il fait chaud, lorsque nous subissons une période de canicule, la RE 2020 prendra aussi en compte le besoin de froid dans la BBio, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Cela vise à limiter un besoin qui sera de plus en plus nécessaire, celui de refroidir son logement et plus uniquement de le chauffer. Grâce à la baisse du besoin bioclimatique, la consommation énergétique des bâtiments de demain sera significativement plus faible. Néanmoins, nos bâtiments auront toujours besoin d'énergie pour le chauffage ou encore pour l'éclairage. Il faut alors s'assurer que l'énergie qui sera quand même utilisée soit la plus décarbonée possible. À ce titre, la RE 2020 marquera une rupture majeure. Nous fixerons pour la première fois un seuil maximal d'émissions de carbone pour la consommation d'énergie afin de réduire fortement l'utilisation des énergies fossiles dans les bâtiments neufs. C'est une cohérence nécessaire avec notre stratégie nationale bas carbone. Nous ne pouvons continuer, comme aujourd'hui, avec près des 3/4 des logements collectifs neufs sortant de terre conçus pour être chauffés au gaz. Pour les maisons individuelles, les solutions non fossiles, pompes à chaleur ou biomasse notamment, sont déjà pleinement opérationnelles et vendues à grande échelle. Nous allons donc fixer le seuil maximal d'émission à 4 kg de CO2 par mètre carré par an dès l'entrée en vigueur de la RE, donc en 2021. Concrètement, alors qu'une maison existante moyenne chauffée au gaz émet près de 5 tonnes de CO2 par an, une maison RE 2020 en émettra moins d'une demi-tonne, soit 10 fois moins. Cela revient à passer de l'équivalent de la consommation d'une voiture qui roule 40 km par an à moins de 4000 km désormais. Pour les logements collectifs, la transition sera plus progressive car les alternatives, si elles existent, doivent encore se développer à plus large échelle. Nous fixerons un premier seuil à 14 kg de CO2 par mètre carré par an en 2021, qui sera ensuite ramené à 6 kg de CO2 par mètre carré par an en 2024, privilégiant alors les pompes à chaleur, les chaudières à biomasse ou encore les raccordements vers les réseaux de chaleur urbains. Ainsi, la France se donne les moyens de son ambition pour encourager les alternatives aux énergies fossiles dans les bâtiments neufs. Mais attention, avec ces exigences, il ne faudrait pas qu'on installe des radiateurs électriques partout, comme on l'a vu par le passé. Ce n'est pas l'avenir, et si ces convecteurs à effet Joule, qu'on appelle parfois les grille-pains, sont peu coûteux à installer, ils ont le double désavantage d'être très chers à l'usage et de peser fortement sur notre réseau électrique au plus fort de l'hiver, lors de la pointe hivernale. Nous allons donc aussi empêcher le retour massif des radiateurs électriques au profit des énergies renouvelables en imposant un seuil maximal de consommation d'énergie primaire non renouvelable. Vous le voyez, la RE 2020 reflètera sans concession notre ambition énergétique et climatique. Malheureusement, le changement climatique est déjà à l'œuvre aujourd'hui et demain, les canicules seront encore plus fréquentes. Et Emmanuelle Wargon l'a dit, nous souhaitons que les Français soient bien chez eux dans leur logement. Nous voulons donc nous assurer que les nouveaux bâtiments puissent rester suffisamment confortables, même lors d'étés chauds. C'est un point faible de la RT 2012, vécu concrètement par nos concitoyens, qu'il nous fallait améliorer. Pour cela, une première mesure que je viens d'aborder consistera à introduire le besoin bioclimatique de froid, qui sera pris en compte dans le besoin bioclimatique au même titre que le besoin de chauffage.
La deuxième mesure s'appuiera sur un nouvel indicateur qui s'exprimera en degrés-heure, calculé sur la base d'un scénario météo, anticipant que chaque été sera à l'avenir comparable à la canicule de 2003. Il correspond au nombre d'heures durant lesquelles un logement peut dépasser la limite de confort. L'ARE 2020 fixera un seuil maximal de 1250 degrés-heure qu'il sera interdit de dépasser, quelle que soit la région dans laquelle le bâtiment sera construit. Alors, grosso modo, même si c'est toujours difficile de faire ce genre d'exercice, cela peut correspondre à une période de 25 jours par an, durant laquelle le logement serait à 30 degrés le jour et 28 degrés la nuit, sans jamais, à un autre moment de l'année, être inconfortable. Nous fixerons aussi un seuil bas, à 350 degrés-heure, à partir duquel des pénalités s'appliqueront. Celles-ci seront progressives afin d'inciter tous les bâtiments à faire des efforts de conception au bénéfice des ménages, qu'il s'agisse de choix d'orientation des fenêtres ou de baies vitrées, d'installation d'ombrières ou de brasseurs d'air, voire de puits climatiques. Ces derniers étés nous l'ont rappelé, les épisodes de canicule peuvent rendre notre logement particulièrement inconfortable, surtout quand il n'a pas été conçu pour cela. Aussi, puisque cet indicateur est nouveau dans une réglementation thermique et qu'améliorer le confort d'été de nos bâtiments est essentiel, cette exigence pourra être renforcée dans quelques années quand nous aurons des retours d'expérience un peu plus précis. Voilà pour l'énergie et le climat, avant qu'Emmanuel Vargon ne développe ce qui va constituer la rénovation majeure de la RE 2020 sur le volet construction. Emmanuel. Merci Madame la Ministre. Sur le volet construction, la RE 2020 contient en fait une véritable révolution méthodologique. Nous allons prendre en compte l'impact carbone sur l'ensemble du cycle de vie du bâtiment, non seulement sur les consommations d'énergie une fois qu'on y habite ou qu'on y travaille, mais l'impact carbone des phases de construction et de démolition, notamment des matériaux et équipements utilisés. C'est en fait une exigence climatique impérieuse, parce que si l'on prend un bâtiment performant d'aujourd'hui qui applique la RT 2012, en fait 60 à 90% de son empreinte carbone sur une durée de vie fixée à 50 ans vient de la phase de construction des matériaux et des équipements. C'est aussi une nécessité qui s'applique à tous les secteurs industriels. Comme vous le savez, toutes les industries, y compris celles de la construction, doivent avoir comme objectif de diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre d'au moins 30% d'ici à 2030. Sur la base de ce décompte en analyse de cycle de vie, nous allons donc pour la première fois fixer des seuils d'exigence carbone en créant des obligations de résultat qui permettront aux constructeurs de garder la liberté de choisir les matériaux et les techniques qu'ils souhaitent mettre en œuvre pour faire baisser leurs émissions. Cette solution, sous forme d'objectifs de résultat, permet d'encourager l'innovation tant pour les matériaux comme les bétons bas carbone que pour les modes constructifs avec des bâtiments mixtes mêlant bois et béton. Parmi les moyens de diminuer les émissions lors de la construction, une possibilité est de stocker le carbone. En effet, le carbone atmosphérique qui a été capté par les plantes et par les arbres durant leur vie est stocké temporairement et en fait pour longtemps si on utilise ces plantes et ces arbres dans les bâtiments. Ce sont les matériaux dits biosourcés, comme le bois, mais pas que, soit en structure pour les parquets, mais aussi pour les parquets, pour les menuiseries ou pour les laines végétales pour l'isolation. Aussi, afin d'encourager le stockage du carbone, comme le veut à la fois la loi Elan et la stratégie nationale bas carbone, le calcul donnera plus de poids au carbone qui est émis aujourd'hui qu'à celui qui est émis demain, ce qui donne une analyse en cycle de vie dite dynamique. Les matériaux qui émettent peu lors de leur fabrication et qui stockent du carbone dans les bâtiments, comme les matériaux biosourcés et le bois, seront avantagés par cette analyse en cycle de vie dynamique par rapport aux matériaux plus émetteurs lors de leur production. Alors, nécessairement, plus les exigences seront fortes, plus l'usage du bois et des matériaux biosourcés se systématisera. À l'horizon 2030, nous souhaitons que cet usage soit quasi général dans les maisons individuelles et dans le petit collectif, y compris pour la structure. Cette réforme dessine donc une évolution extrêmement profonde et à grande échelle dans le secteur de la construction, lorsqu'on sait qu'aujourd'hui, les maisons à ossature-bois représentent moins de 10% du marché neuf en France. Pour le grand collectif, l'usage est encore plus faible. C'est pourquoi cette réglementation sur la partie construction ne peut être que progressive, au risque sinon
de fragiliser la filière bois et la filière construction en même temps. Nous avons besoin de temps pour que ces nouvelles filières forestières et de matériaux et les nouveaux modes constructifs montent en puissance et se structurent. C'est aussi un gage de maîtrise des coûts, car nous souhaitons que les logements des Français restent abordables. Pour être précis sur les objectifs, la diminution des émissions de gaz à effet de serre de la construction d'ici 2030 par rapport à la situation actuelle qui sert de référence sera située entre 30 et 40% selon la typologie des bâtiments. Donc 30 à 40% d'émissions de gaz à effet de serre en moins dans le process de construction. Nous avons choisi de cadencer les futures exigences de la RE 2020 à un rythme régulier de rehaussement de ces exigences à partir de 2024, 2027, puis 2030. Le palier intermédiaire de 2024 sera de l'ordre de moins 15%, celui de 2027 de l'ordre de moins 25%, sachant que les chiffres sont un petit peu différents selon qu'on parle de construction individuelle ou collective. Ce cadencement permettra aux différentes filières d'avoir de la visibilité et de pouvoir s'adapter, de pouvoir investir, former, anticiper et innover. Nous devons, au titre de cette stratégie, pour le secteur de la construction, pour accompagner cette transformation, soutenir notre secteur bois et matériaux biosourcés. Nous avons en France un potentiel magnifique et des nouvelles technologies techniques industrielles à accélérer. Le gouvernement annoncera prochainement des initiatives pour favoriser l'innovation et le développement d'une production nationale de bois de construction, avec Barbara Pompili, avec Agnès Pannier-Runacher pour l'industrie et Julien de Normandie pour l'agriculture, nous sommes mobilisés et déterminés. Au sein de cette trajectoire, je n'ai pas mentionné l'étape 2021. Cette étape arrive vite, je souhaite en dire un mot parce que ça n'est pas une étape de rupture. La première nécessité en 2021 pour passer à cette analyse de cycle de vie et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans la construction elle-même, cette étape de 2021 est celle de la fiabilisation et de l'optimisation de ces analyses de cycle de vie. Cette phase est nécessaire pour caractériser de manière plus exhaustive les équipements, les matériels, à travers l'outil technique dont vous m'avez tous beaucoup parlé, les fameuses fiches environnementales FDES. C'est déjà une révolution pour le secteur à absorber rapidement. Alors certains diront peut-être que nous ne sommes pas assez ambitieux pour 2021, mais nous le sommes pour la suite, et c'est la faisabilité et la soutenabilité de la trajectoire qui comptent. Pour aller encore plus vite, nous créerons, avant la fin 2021, un label d'État optionnel de qualité. Dans sa première mouture, il aura pour principal objectif d'aller plus loin que la RE 2020, plus loin et plus vite dans tous les compartiments de cette réglementation. Ayant vocation à évoluer dans le temps, il pourra aussi prendre en compte des critères nouveaux, notamment liés à la qualité des logements, permettra aux collectivités, aux promoteurs, à tous ceux qui souhaitent se distinguer de montrer le chemin et d'aller encore plus vite que la trajectoire que nous fixons pour la totalité des bâtiments. Il entraînera, je l'espère et je le crois, significativement le marché, d'autant plus que nous pourrons envisager d'y lier des aides ou des incitations fiscales. Aujourd'hui, et donc à multiples égards, un point de départ dans le temps long qu'évoquait Madame la Ministre. Nous fixons un cap clair, un objectif extrêmement ambitieux et une trajectoire progressive pour y arriver. Vous l'aurez compris, il s'agit d'une transformation de très grande ampleur, très ambitieuse, dont la trajectoire est pragmatique, au service de la planète, au service des Français. Nous vous remercions et sommes donc à l'écoute toutes les deux de vos questions. Là, ça marche comment ? Bonjour. Alors, une question de Dominique Pialot. Quand la RE 2020 s'appliquera-t-elle au tertiaire, s'il vous plaît ? Je ne sais pas. Bah, tu viens et tu me dis, parce que je n'ai pas la réponse à cette question, sauf si elle est quelque part là-dedans. Elle est dans le dossier de stress. Merci. Et donc ? Donc 2021, la première échéance pour les tertiaires principales, donc les bâtiments scolaires et les bureaux. En revanche, pour les bâtiments plus spécifiques, tertiaires spécialisés, on prendra une petite année de plus pour sortir la réglementation. Merci. Une question de Thomas Chemel de Capital Magazine. A-t-on déjà une idée du seuil maximal de consommation d'énergie primaire non renouvelable qui sera fixé dans la réglementation ?
Hein sur cette question-là, sur le coefficient d'énergie primaire qui a été changé, comme vous le savez récemment, c'est un coefficient sur lequel il y a eu beaucoup de débats, énormément, et sur lequel maintenant il y a une nouvelle valeur qui a été décidée, qui est la valeur de 2,3. Simplement, moi je voudrais insister, parce qu'on en pense ce qu'on veut de ce coefficient, et moi-même j'ai mon opinion sur le sujet. Mais ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que dans la RE 2020, le coefficient d'énergie primaire de l'électricité ne va pas jouer un rôle majeur, puisque l'essentiel de l'exigence va reposer sur un autre indicateur qui est le besoin bioclimatique. Donc le débat sur le coefficient d'énergie primaire, dans cette nouvelle réglementation, il est un peu passé, quoi. C'est un peu un faux débat. En revanche, le B-bio, c'est vraiment représentatif du besoin du bâtiment en énergie et qui dépend de sa conception et de son isolation. Nous, quand on dit qu'on va baisser le B-bio de 30% dès 2021, c'est dire que la consommation des bâtiments va baisser de 30%. Et donc, toutes choses égales par ailleurs, les émissions et les factures énergétiques, elles seront elles aussi diminuées de 30%. Vraiment, il faut avoir en tête que ce qu'on veut, c'est que maintenant, la valeur intrinsèque d'un bâtiment, elle soit fondée sur son enveloppe et sur son besoin énergétique de base, et pas sur la manière dont il est chauffé, même si la manière dont il est chauffé va aussi compter, mais c'est l'étape d'après, si vous voulez. Merci. Je poursuis avec une question de Thomas, toujours Thomas Chemel de Capital Magazine. Pourriez-vous redonner les seuils de réduction des émissions de gaz à effet de serre donnés par Madame Wargon, s'il vous plaît? 2024, moins 15%, 2017, point d'interrogation. C'est toi qui les redonnes, Emmanuel. Merci. Donc, le premier seuil, c'est 2024, de l'ordre de moins 15%. Le deuxième, c'est 2027, pas 17, de l'ordre de moins 25%. Et le troisième, c'est 2030, et on sera entre moins 30 et moins 40 selon les formes du bâtiment, individuel ou collectif. Merci. Alors, une question de Stéphanie Obadia des cahiers techniques du bâtiment. La RE 2020 s'appliquera-t-elle un jour à la rénovation? Oula, c'est un peu... En fait, ce qu'on peut dire, c'est que la politique que nous menons ensemble sur la rénovation consiste à pousser le plus vite possible la transition entre la rénovation par geste et la rénovation globale. C'est ce que nous avons commencé à faire avec MaPrimeRénov', pousser aussi la sortie des passoires et l'atteinte d'un niveau basse consommation. Vous savez que dans MaPrimeRénov', on a un bonus maintenant au moment où on atteint le niveau basse consommation. Progressivement, on pourra renforcer les standards sur ce que veut dire une rénovation exigeante qui atteint à la fois un très bas niveau de consommation à la fin et qui se fait aussi avec des matériaux biosourcés bas carbone, qui est une préoccupation de Madame la Ministre que je partage. Le standard n'est pas encore défini, mais c'est la tendance dans laquelle nous sommes que de définir de plus en plus le standard de ces rénovations globales sous le double aspect de l'atteinte du résultat énergétique et des matériaux utilisés, et ça, on y travaille. Merci. Une question de Guillaume Guichard du Figaro. Quelles sont vos estimations de hausse de la consommation électrique globale liée à la mise en place de la RE 2020 ? L'idée, au contraire, l'idée, c'est de faire en sorte qu'il y ait plutôt une baisse de la consommation électrique globale, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a pris des précautions aussi pour éviter les effets Joule, puisque le principe, c'est de baisser la consommation générale des bâtiments, donc de faire en sorte qu'ils émettent moins de gaz à effet de serre, et donc c'est pour ça qu'on a mis des quotas d'émissions de gaz à effet de serre dans la RE 2020, mais on a aussi rajouté un indicateur qui est l'émission la consommation d'électricité décarbonée. Et donc c'est très, très important qu'on ait ça en tête, c'est-à-dire pas décarboné, excusez-moi, vous voyez, le décarboné, non renouvelable. Donc on a un quota d'émissions d'électricité non renouvelable qui fait qu'on se préserve contre le risque qu'il pourrait y avoir dans la mesure où on fait en sorte que la nouvelle réglementation utilise moins de gaz, quasiment plus de gaz, mais qu'on se tourne plus vers l'électricité pour surtout éviter de repasser vers les convecteurs électriques qu'on appelle les grille-pains communément. C'est absolument pas le but et donc on s'en prémunit là.
Donc normalement, il n'y aura pas d'augmentation. Pour répondre à la question de monsieur le journaliste, il n'y aura pas d'augmentation d'émissions, d'électricité, de consommation d'électricité par le biais de la RE 2020. Je crois que ce qui est vraiment très important, et ce que Barbara Pompili a dit tout à l'heure, c'est le jour où la réglementation rentre en vigueur, les permis de construire des bâtiments suivants ont une obligation de baisse de la consommation de 30%. Donc à partir du moment où on consomme 30% de moins, même si le mix change un peu à travers les différents types d'énergie, ça reste une baisse de la consommation. Et ça, c'est dès l'entrée en vigueur de la RE 2020. Autant sur la partie construction, c'est progressif, autant sur la partie consommation, c'est l'un des grands apports de cette réglementation. Donc les prochains immeubles construits sous l'empire de la RE 2020 ou maisons consommeront 30% de moins d'énergie, quel que soit le vecteur, que les précédentes. Et pas plus d'électricité. Sans qu'elles consomment plus d'électricité. Parce que on a tout notre sujet de pointe électrique, mais vous avez raison. Alors, il y a plusieurs questions identiques, notamment celle de Nabil Vakim du Monde. Pouvez-vous revenir sur la fin progressive du gaz dans les logements collectifs? Cela veut-il dire qu'il sera interdit? Donc, je pense à partir de 2024, si on a bien compris. Et pour les maisons individuelles, ça veut dire plus du tout de chauffage au gaz à partir de 2021, c'est ça? Alors, techniquement, on met un seuil d'émissions de CO2. Mais le seuil est très bas. Il est à 4 kg pour les maisons individuelles dès 2021. Et donc, ce seuil-là, objectivement, empêche quasiment qu'il y ait du gaz dans les maisons neuves. On se donne un peu plus de temps pour le collectif, puisque là, on a des taux qui sont plus hauts au départ et qu'on baisse jusqu'à 6 en 2024, sachant qu'avec 6, on pourra encore avoir un peu d'apport de gaz, notamment par le biais, par exemple, de pompes à chaleur, etc. Et puis, on se donne un tout petit peu de temps, puisque autant on a aujourd'hui pour les maisons individuelles tout ce qu'il faut en termes d'alternatives possibles, autant sur le logement collectif, il nous faut encore un tout petit peu de temps. Mais évidemment, l'idée, si vous voulez, c'est de faire en sorte que le gaz ne soit plus l'énergie privilégiée dans les nouvelles constructions. Mais il y en aura encore, pour certaines. Question de Florent Lacaze de Bâti Actu. Comment concrètement souhaitez-vous empêcher le recours massifié aux radiateurs électriques? En jouant sur l'exigence du seuil énergie? Oui, c'est ça. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, en fait. Via un seuil maximal, c'est ça? Mais c'est ça. Combien ce seuil, d'ailleurs, en fait? C'est pas précisé. Donc... je l'ai plus. J'ai plus le niveau du seuil. Il est à... Si vous l'avez là, vous me le donnez. Mais en fait, le principe, c'est vraiment qu'on ait un seuil non dépassable de consommation d'électricité non renouvelable. Si on l'a d'ici la fin, on vous donnera le chiffre. Oui, merci beaucoup. Une question de Julie Nicolas du Moniteur. Comment le Bébio prend-il... Alors, je retrouve la question. Comment le Bébio prend-il en compte le confort d'été? La climatisation sera-t-elle encouragée? Alors, évidemment, l'idée n'est pas d'encourager la climatisation. L'idée, on est toujours dans ce principe-là, qu'il faut que tout le monde ait bien en tête, c'est de faire en sorte que, à la base, le bâtiment qui va être construit soit un bâtiment qui soit confortable plus longtemps quand il fait très chaud. Et donc, c'est pour ça qu'on a cet indicateur Bébio pour avoir toujours cette exigence d'avoir ce principe-là. Donc, lors des concertations, on a eu aussi de nombreux acteurs qui ont beaucoup réagi et qui nous ont fait remarquer que le mode de calcul pouvait inciter à l'installation de climatisation. Donc, depuis, c'est aussi à ça que ça sert les concertations, il y a eu un retravail sur le mode de calcul et donc on voit d'ailleurs que grâce à cela, on va avoir une réglementation qui sera plus adaptée. Après, on va aussi, donc, au-delà d'encourager la conception intelligente des bâtiments par tout ce qu'on a dit sur les murs, sur le manteau, on va aussi privilégier des solutions de climatisation passive. Puisque là, je vous rappelle qu'on parle de bâtiments neufs ou de bâtiments rénovés. Donc, c'est le moment aussi, en réfléchissant à la conception même du bâtiment, de réfléchir à l'orientation, de réfléchir à aussi des brise-soleil sur les fenêtres, des puits canadiens, des brasseurs d'air, bref, toutes les solutions qui permettent d'éviter au maximum d'avoir recours à la climatisation dont elle sait qu'elle est très consommatrice d'énergie.
Alors, une question, excusez-moi, de Pascal Poggi pour Bâtirama. Est-ce que la contribution du photovoltaïque est toujours limitée dans le calcul RE 2020 ? Non, alors, toujours. Le principe, c'est qu'on regarde le bâtiment tout seul, sans compter ce qui vient autour, c'est-à-dire la manière dont il est alimenté en énergie. Donc, sur le photovoltaïque, ce qui va compter, c'est si jamais l'installation photovoltaïque est utilisée en autoconsommation. C'est-à-dire si vraiment c'est vraiment du circuit intérieur, donc là ce sera mis dans le mode de calcul de la RE 2020. Par contre, si on a des panneaux photovoltaïques sur le toit, par exemple, et qu'après on revend l'électricité qui est produite aux opérateurs, là par contre, ce ne sera pas pris en compte. Une question d'Anne-Claire Poirier de Contexte. Quel est le seuil maximum de consommation d'énergie primaire, renouvelable et non renouvelable, pour le résidentiel et pour le collectif, s'il vous plaît? Vous avez des questions très précises. Oui. Alors, moi je sais que c'est un vrai changement, mais dans la RE 2020, la consommation maximale d'énergie primaire ne va pas jouer un rôle majeur, puisque l'essentiel de l'exigence va reposer sur un autre indicateur, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, qui est le BBIO, donc ou besoin bioclimatique. Donc même si ça change un peu quelques repères intellectuels, il faut vraiment qu'on ait tous en tête que cette question du 50 kWh est devenue moins pertinente. On indiquera bien sûr une valeur dans la RE 2020, mais en plus, il faut savoir que les méthodes de calcul ont évolué entre la RT 2012 et la RE 2020, changement de surface de référence, changement de données météorologiques, prise en compte systématique de la consommation de froid, les repères ont changé et la valeur qui sera indiquée dans la RE 2020 n'est plus représentative du repère de 50 kWh par mètre carré de la RT 2012. Donc la RE 2020 ira plus loin que la RT 2012 pour les consommations d'énergie non renouvelable, qui sera diminuée par rapport aux bâtiments construits lors de la précédente réglementation. Donc il va falloir faire très attention à ce que justement cette consommation maximale d'énergie primaire ne soit pas prise entre guillemets au pied de la lettre, parce qu'elle ne représente plus la même chose que sur la RT 2012. On n'est plus sur les mêmes référents. Donc voilà la réponse que je peux vous apporter à ce stade. Merci. Une question de Rose Colombel de BâtiWeb. On parle de stockage carbone et du recours aux matériaux biosourcés, mais il n'y a pas de référence à la végétalisation du bâti. Des mesures sont-elles envisagées? Excellente question. C'est vrai que pour l'instant, nos références, elles sont vraiment dans la construction elle-même, c'est-à-dire dans les matériaux qui composent la structure et tous les éléments annexes. Moi, je ne suis pas forcément hostile à ce qu'on travaille aussi sur le sujet végétalisation du bâti, mais pour l'instant, ça n'a pas encore été lancé. Une autre question de Florent Laca de Bâti Actu. Les professionnels du photovoltaïque demandent à ce que les bâtiments RE 2020 soient conçus de manière à être prêts à recevoir des panneaux photovoltaïques. Est-ce prévu? Non, pas à ma connaissance. Mais après, a priori, il n'y aura pas de contre-indication non plus. D'accord. Puis le photovoltaïque évolue en plus. Est-ce que vous pensez aux tuiles, par exemple, qui sont sur les toits? Elles sont extraordinaires, très intéressantes. Voilà, les tuiles de queue. Une question de Diane Valrange, Actualité Habitat. Comment s'assurer de la montée en compétences des entreprises en 6 mois? D'abord, la RE 2020, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé avec l'expérimentation E+C-, les 1000 bâtiments qui sont dedans, énormément de groupes de travail et de concertation. Donc, la montée en compétences, elle est permanente dans la filière. On en a discuté avec la filière du bâtiment au moment du plan de relance sur la rénovation. Ils ont des engagements très forts de formation des salariés de la filière, de recrutement aussi d'ailleurs, recrutement d'apprentis. Et donc, la filière, elle est en transformation permanente. Après, certains de nos objectifs s'appliquent dès 2021. C'est la partie consommation énergétique et réduction du volume global de consommation à travers ce nouvel indicateur qui est en fait le nouvel indicateur, le BBIO, qui remplace d'une certaine manière la norme à 50 kWh de la période précédente. Et en ce qui concerne l'analyse en cycle de vie de la construction, là, ça rentre en vigueur de façon plus progressive. Et du coup, ça nous permet de doser entre les changements qui doivent avoir lieu maintenant, qui sont sur, finalement,
le type de matériaux posés, le type de chauffage posé, etc. Et l'évolution des matériaux de la structure elle-même, qui là, on se laisse plus de temps justement pour que les professionnels puissent monter en compétences. Merci. Une question de Sharon Vachebrot des Échos. Quelles sont les émissions de baisse de consommation de gaz et d'électricité dans la RE 2020, s'il vous plaît? Je ne comprends pas la question. Donc, les objectifs. Les estimations de baisse de consommation de gaz et d'électricité dans le cadre de la RE 2020. Écoutez, ça me paraît difficile de vous donner... Par rapport à la RT 2012, je ne sais pas. Oui, j'ai un peu de mal à vous donner des réponses précises là-dessus. On veut de toute façon baisser la consommation de 30%, ça c'est sûr. Mais après, rendre ça plus précis, on est dans le bâtiment neuf, hein, on n'est pas dans du remplacement de l'ancien. Donc on ne peut pas baisser par rapport à l'ancien. Donc j'ai un peu de mal à répondre. Mais si elle la reformule, peut-être qu'on pourra lui donner des éléments plus précis. Du coup, je vais passer à une autre question de Nabil Vakim du Monde qui demande si la RE 2020 aura pour conséquence indirecte de faire sortir 1 million de logements de la catégorie des passoires thermiques, comme certains députés le craignent. En fait, la RE 2020, c'est la norme sur le neuf. Donc avec cette norme sur le neuf, on aura l'une des normes les plus ambitieuses. Barbara Pompili citait la Suède tout à l'heure. La Suède a commencé plus tôt que nous, mais on se met dans une trajectoire avec une norme extrêmement ambitieuse et complète, à la fois sur la consommation des bâtiments et sur leur cycle de vie. Ça ne répond pas à la question des bâtiments existants. D'où la nécessité qu'on continue à construire, puisque construire, c'est permettre de renouveler le stock, et d'où l'effort extrêmement important qu'on fait dans le plan de relance ensemble sur la rénovation des bâtiments existants. Donc la rénovation des bâtiments existants, ce sont les aides de l'ANA, c'est MaPrimeRénov', c'est la rénovation des bâtiments publics, c'est le travail qui est en cours sur l'application des propositions de la Convention citoyenne sur le climat pour trouver le bon équilibre entre incitation et contrainte. Ce sont finalement les pistes ouvertes par le rapport du Haut Conseil sur le climat qui dit à la fois que la trajectoire ne va pas suffisamment vite en France, comme d'ailleurs à peu près partout ailleurs, et qui salue aussi l'ambition actuelle du gouvernement avec les mesures que nous avons déjà prises. Donc sur les passoires, ce n'est pas la RE 2020 qui va répondre, puisque la RE 2020, c'est de la construction de neuf. Après, progressivement, au fur et à mesure qu'on diffuse des techniques de construction, ça fait le lien avec la question d'avant. Est-ce qu'on peut avoir une méthode et une norme sur la rénovation elle-même? Et ça, je pense qu'on y viendra. Et puis, au fur et à mesure que le parc s'accroît, ça permet aussi de détruire ou de rénover très profondément les anciens bâtiments qui sont des passoires et qui, eux, ont vocation à changer. Question de Guillaume Guichard du Figaro. Le gaz représente plus de la moitié des constructions neuves, dixit le dossier de presse, et la baisse de la consommation des nouveaux bâtiments sera de 30%. Donc, il y aura une hausse de la consommation électrique, me semble-t-il. Comment l'absorber à l'avenir ? La question qui est posée, c'est toujours une question de la baisse par rapport à quoi? Parce que vous avez... Là, on parle de bâtiments qui n'existaient pas. Donc, on parle de bâtiments qu'on construit. Donc, qu'on puisse avoir une baisse de 30% par rapport à la base des autres bâtiments neufs, là, ça peut s'entendre. Mais aujourd'hui, je ne vois pas en quoi il peut indiquer qu'il y aurait une augmentation de l'électricité dans la mesure où on va avoir des bâtiments qui seront mieux isolés à la base. C'est la base de la RE 2020, c'est qu'on aura des bâtiments qui seront moins gourmands en énergie que la RT 2012. Donc forcément, on a une baisse globale du besoin. Toute la question, c'est le fameux bébio. On a une baisse globale du besoin d'énergie, d'apport d'énergie. Donc, on se sépare progressivement du gaz qui est émetteur de gaz à effet de serre, puisque je vous rappelle que le but, c'est aussi de baisser des émissions de gaz carbonique et de gaz à effet de serre en général des bâtiments. Et donc, on se concentre plus sur de l'électricité ou des méthodes plus basses en émissions de gaz à effet de serre. Donc, on aura de toute façon une baisse de la consommation des bâtiments. Donc après, vous donnez une proportion exacte des émissions et de la production d'électricité ou de gaz, c'est un petit peu compliqué. Parce qu'encore une fois, par rapport à quoi ces chiffres sont posés?
Oui, et puis le gaz, il n'est pas remplacé que par des convecteurs électriques. C'est tout ce que disait Barbara Pompili tout à l'heure. Il est remplacé par des pompes à chaleur, il est remplacé par des chaudières à granulés bois, il est remplacé par de la jonction avec des réseaux de chaleur qui eux-mêmes parfois font de la récupération de chaleur fatale qui consomment aucune source d'énergie primaire. Donc ça ne veut pas dire s'il y a forcément moins de gaz, il y a forcément plus de convecteurs. Moins de gaz, ça veut dire plus de solutions qui elles-mêmes sont très peu consommatrices, y compris en électricité. C'est simple. Une question de Thomas Blossville pour Green Univers. Quelles possibilités sont laissées pour l'incorporation progressive de gaz renouvelables dans la consommation de gaz des bâtiments? Alors, là, pour l'instant, dans les nouveaux bâtiments, on ne privilégie pas le gaz, mais il y a une possibilité d'en avoir un peu, notamment par des biais de pompe à chaleur, mais aussi, pourquoi pas, de gaz renouvelable. Tout le monde pense au fameux projet Méthaneuf qui est porté par GRDF. Ce projet-là est un projet complexe qu'on est en train d'instruire, on est en train de regarder comment ça peut marcher, si on peut le faire marcher. Mais moi, je voudrais qu'on élargisse un peu le sujet sur cette question du gaz renouvelable. Aujourd'hui, l'immense majorité du parc au gaz, c'est le parc ancien. Et ce parc ancien, il est toujours là et il a besoin de gaz. Aujourd'hui, le gaz, la part de gaz renouvelable dans le parc ancien est franchement négligeable. Donc là, tout l'intérêt du développement du biométhane, tout l'intérêt du développement du gaz renouvelable, c'est de venir d'abord remplacer le gaz non renouvelable qui alimente le bâtiment existant. Donc, je crois que le biogaz a beaucoup d'avenir devant lui. D'ailleurs, on soutient son développement. Et j'ai aucune inquiétude sur sa part dans le bâti. Mais d'abord, faisons en sorte déjà qu'il puisse remplacer le gaz naturel. Donc je crois qu'on a à peu près encore deux questions. Pascal Poggi de Bâtirama. Par quel mystère les chaudières et chaufferies bois émettent-elles moins de gaz à effet de serre que la combustion du gaz? C'est assez simple, c'est lié au principe du cycle de vie, c'est ce qui s'applique aussi à la construction bois, c'est-à-dire le bois pendant toute la période où il pousse et il est dans la forêt, il absorbe massivement du carbone. Donc le bilan carbone d'un arbre, il est in fine neutre parce que pendant la première période de sa vie d'arbre, il absorbe du carbone et quand on le brûle, il en relâche et c'est globalement équilibré. Et donc quand vous brûlez du bois, surtout quand c'est des pellets, c'est avec des techniques de combustion qui sont elles-mêmes efficientes, vous relâchez une partie du carbone que le bois avait absorbé dans l'atmosphère, mais votre bilan est nul, alors que le gaz lui-même, il émet bêtement, si je peux dire, il émet de façon simple du gaz à effet de serre. C'est exactement ça, et puis en plus, on a aujourd'hui des méthodes de combustion qui sont beaucoup plus efficaces et qui permettent de limiter les émissions de la combustion du bois. Et une question de Laura Icard, Gaz d'aujourd'hui. Est-ce que l'usage du biométhane sera pris en compte? Je crois que j'ai répondu à la question. Il ne sera pas pris en compte dans le calcul au départ. Dans le calcul de la RE 2020, on ne fait pas la différence entre le gaz naturel et le biométhane. En revanche, comme je vous l'ai dit, on est en train d'étudier les projets, notamment Méthaneuf. On est en train de regarder ce qu'on peut faire là-dessus. Mais encore une fois, on a besoin de biométhane, on a besoin de le développer et on le soutient parce qu'il y a un énorme parc au gaz aujourd'hui qui est au gaz non renouvelable et qui a besoin justement de passer au biométhane. Merci à vous. Posé toutes les questions. Oui, merci madame d'avoir relayé les questions de vos collègues de manière très efficace. Du coup, vous en avez eu. Alors, ils se réunissent cet après.